Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par parler rap aujourd'hui dans notre focus du jour en vous présentant d'abord une chaîne YouTube qui s'attelle à redonner à ce genre musical, c'est vrai, longtemps critiqué, l'image qu'elle mérite. On découvre ça dans un instant. Et puis comment faire, c'est notre grande question du jour, pour que chaque enfant ait une chance de s'épanouir, quels que soient ses besoins spécifiques. En France, aujourd'hui, l'inclusion des enfants neuroatypiques dans le système scolaire reste un défi de taille. Parents comme enseignants manquent parfois de ressources adaptées. Alors ce qu'on vous propose, c'est justement de recevoir une entrepreneur aujourd'hui qui s'attaque à ce problème avec innovation, avec Dinseo. Elle développe des applications d'entraînement cérébral conçues pour stimuler le cerveau à tout âge. Elle fait bien plus que ça aussi, vous allez le voir dans un instant. Et elle s'appelle Justine Mont-Saint-Jean. Bonsoir. Bonjour Justine déjà. Bonjour Philippe. Il est 12h30, on est ravis. Fondatrice, cofondatrice de Dinseo. On a eu la chance de vous recevoir la saison dernière et vous revenez parce que vous avez des actualités dont vous allez nous parler dans un instant, juste après le focus. Allez, on passe à notre focus du jour. Initialement considéré comme un genre musical typique à la banlieue, le rap représente désormais 80% des albums les plus écoutés en France en 2023. Alors la question qu'on se pose, c'est si on donnait justement au rap ses lettres de noblesse et si finalement les rappeurs étaient en quelque sorte les nouveaux rappeurs, les nouveaux poètes de notre siècle. C'est en tout cas ce qu'essaye de nous montrer la chaîne YouTube Le Règlement, qui est à l'objet de notre focus du jour aujourd'hui par Jean Martineau. Salut les champions! Si en 1970 nous parlions de disco, en 1980 de rock, eh bien aujourd'hui, la place est au rap. Le Règlement est une chaîne YouTube qui met en lumière ce style musical très critiqué. Entre revues d'albums, critiques ou analyses, tout le rap français est passé au peigne fin. Si on élargit, on se rend vite compte que le rap, c'est le genre musical qui utilise le vocabulaire le plus large de tous, avec près de 500 mots par son en moyenne, contre 300 pour la pop et 200 pour le rock. Eminem utilise un vocabulaire 2 fois plus riche que Céline Dion par exemple. Vous pouvez pas comprendre. Bon, c'est pas forcément parce qu'il y a plus de mots que c'est plus intelligent. I know words, I have the best words. Mais il suffit de se plonger dans quelques albums pour se rendre compte que le rap traite avec discernement et honnêteté de thèmes ultra variés comme la réussite, l'amour ou la liberté. Créée en 2016, la chaîne YouTube Le Règlement a pour but de redorer l'image de ce style musical particulier, mettre en avant les textes recherchés, répondre aux clichés les plus répandus ou encore simplement retracer le parcours du rappeur afin de mieux comprendre le sens de ses textes et ses inspirations. Nekfeu dissémine depuis longtemps dans ses textes des idées politiques et des revendications. Mais pour les étoiles vagabondes, il a décidé d'aller beaucoup plus loin. Il s'est pour ça inspiré d'un de ses auteurs préférés, l'écrivain américain Jack London, et de son roman fantastique, Le Vagabond des étoiles. Pour resituer, Jack London, c'est l'auteur de Martin Eden, qui a donné le nom du premier son du premier album de Nekfeu. Et Le Vagabond des étoiles, c'est l'histoire d'un condamné à mort américain qui passe 5 années dans un cachot infâme et qui subit la torture de la camisole de force. C'est un livre engagé qui a eu un impact très important aux États-Unis puisqu'il a entraîné l'interdiction des camisoles dans les prisons et même carrément une réforme du système carcéral californien. Et le Fennec qui est maintenant connu et écouté sans qu'il peut lui aussi avoir un impact direct et important sur les causes qui lui sont chères. Comme il le dit dans Takotsubo. Faut que je sois là pour mes cas sociaux, tout ça me tracasse aussi. Je suis plus ce mec insouciant, j'ai pas connu qu'un suicide. Il n'a donc plus d'autre choix que de revêtir le costume de Ken, le justicier. Véritable phénomène, Le Règlement devient dès son arrivée sur YouTube une vraie star du réseau tout en gardant l'anonymat. Il parle aux jeunes, leur montrant une face qu'eux-mêmes n'avaient peut-être pas découverte, et parle aux plus âgés, faisant ressortir les bons aspects de ce qui n'est pas toujours, comme ils le pensent, péjoratif et dégradant. Le rap est en fait un des meilleurs outils pour lutter contre les discriminations. Hip-hop really is about fighting for your rights in the beginning, about speaking your mind and about breaking down barriers or whatever. Et je suis presque certain qu'il va permettre de balayer les inégalités entre hommes et femmes également. On le remarque déjà avec plusieurs rappeurs qui clarifient ouvertement leur message pour faire la part des choses, comme Nekfeu, qui est un des rappeurs les plus influents en France. On les taquine, mais les femmes on respecte. Ne crois surtout pas qu'on aime cette image dégradante. C'est super triste, moi je pense à ma sœur, la meilleure supportrice, tout en haut des gradins. Certains vont même jusqu'à faire des sons pour dénoncer le sexisme directement, comme Vince par exemple. Ça parle mal, le sexisme est banal, mais on le dédramatise. Hey madame, viens par ici, une ambiance qui traumatise. Demande à Weinstein ce qu'il faut faire pour avoir un contrat d'artiste. Après 8 ans et plus d'1 200 000 abonnés, Le Règlement laisse maintenant place à plus de créativité et à diversifier son contenu, délaissant les analyses. Mais le youtubeur persiste dans son envie de mettre en avant les bons aspects de ce qui est aujourd'hui le style musical le plus écouté en France. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement.
Et voilà pour ce reportage. On va parler d'autre chose maintenant. Comment mieux accompagner les enfants neuroatypiques dans leur parcours scolaire et leur développement personnel? Alors que de plus en plus d'enfants sont diagnostiqués avec des troubles comme l'autisme, les maladies 10 ou le TDAH, les solutions numériques peuvent-elles apporter des réponses adaptées? Et où en est la France, surtout en matière de prise en charge des enfants neuroatypiques? C'est justement la question qu'on va poser à notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Et notre invitée, justement, elle est à côté de nous, à côté de moi, pour en parler sur ce plateau. Justine Monsingeau, je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Dinseo. Vous êtes venue la saison dernière nous présenter ce que vous faisiez. Depuis, il y a plein de choses qui ont changé, notamment un nouveau produit que vous nous avez apporté. Peut-être d'abord, pour commencer, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément Dinseo, comment on pourrait le présenter, Justine? Mais Dinseo, c'est une société que j'ai créée avec ma mère il y a maintenant 12 ans et on développe des programmes santé et bien-être pour les personnes qui ont des besoins particuliers. On va accompagner des enfants autistes, 10, TDAH, trisomiques, mais aussi des adultes post-AVC, post-cancer, Alzheimer, Parkinson, des personnes qui ont besoin de stimulation cognitive. Et on développe des programmes de jeu, de stimulation, des outils d'évaluation de ces troubles d'attentionnel et des outils de rééducation. Donc les jeux cérébraux, ça peut vraiment compenser justement certaines difficultés spécifiques liées à des troubles comme le TDAH, comme les 10, comme l'autisme. Aujourd'hui, c'est fait par notamment des orthophonistes, mais au format papier-crayon. Un enfant TDAH, il va être suivi par des orthophonistes, des ergothérapeutes. Aujourd'hui, c'est très difficile pour des familles de trouver des rendez-vous parce que c'est des populations qui sont elles ont trop de patients, elles ne peuvent plus accepter de nouveaux patients. Et souvent, pour avoir des bénéfices sur une séance d'orthophonie, il faudrait en faire toutes les semaines, voire tous les mois. Et malheureusement, généralement, il y a des délais d'attente entre les 2 séances de 3 mois. Et donc, les orthophonistes, aujourd'hui, elles sont désemparées parce qu'elles ne savent pas quoi donner à leurs patients. Aujourd'hui, elles leur donnent des exercices papier-crayon, mais les enfants sont un peu moins motivés à faire des exercices papier-crayon que des exercices sur tablette. Oui. Et en fait, on a juste numérisé avec ces professionnels de santé les exercices qui font papier-crayon. On les a mis sur tablette, on les a gamifiés pour qu'ils aient des retours, de la motivation, pour qu'entre les séances d'orthophonie, ils puissent se stimuler convenablement. Donc c'est complémentaire à ces séances d'orthophonie. Tout à fait. On ne remplace pas les orthophonistes et les professionnels de santé, mais c'est des outils qui leur font gagner du temps. Ouais. Par exemple, il y a des orthophonistes, quand on travaille sur la dyslexie, elles imprimaient des proverbes, elles découpaient les mots, elles demandaient à l'enfant de remettre les proverbes dans l'ordre. Eh bien, qui vole un bœuf, vole un œuf. Bref, mélangez. Si vous voulez, pour chaque patient, si vous le découpez, ça leur prend un temps fou, elles n'ont pas le temps. Et là, c'est plus sympa, on fait glisser les mots et on forme son proverbe. Et l'avantage du numérique, c'est qu'à la place de faire 500 proverbes à imprimer, on peut en faire 2000. Sans les imprimer. Voilà, exactement. Et adapter effectivement à chaque... Et avoir le résultat automatisé aussi. Donc il y a plein de choses qui peuvent être apportées par le numérique. Tout ça, ça s'appelle Dinseo, c'est donc disponible sur une application mobile et vous êtes venu nous parler aujourd'hui, entre autres, d'un nouveau produit. Ça s'appelle Siplay et alors moi j'ai qu'une envie, c'est effectivement de jouer avec, pour le coup, avec des petits, comment on peut appeler ça, des cubes? Avec des cubes. En fait, Siplay, c'est un projet de recherche qu'on est en train de finaliser, qu'on a fait avec le CEA, la Fondation Opal, la Fondation Poidaz, l'Université de Paris et plein d'autres partenaires pour accompagner les enfants dyspraxiques et les adultes dyspraxiques. En fait, la dyspraxie, c'est quand vous avez des troubles moteurs, par exemple, un enfant dyspraxique, il va se cogner un peu partout, il doit travailler sa motricité. Il va avoir du mal à faire du séquençage, des actions, écrire des lettres, s'habiller le matin, ça va être des difficultés. D'accord. Et donc, ils sont accompagnés aujourd'hui beaucoup par des ergothérapeutes, mais on s'est dit, on va faire un jeu de rééducation plus ludique, plus gamifié. Et donc, c'est comme ça qu'on a pensé l'application Siplay que vous voyez, où vous avez tout un tas de figures présentes à l'écran. Et donc, l'enfant, on va en choisir une simple, parce que sinon... Ah non, c'est pas la plus simple. On choisit. En fait, il doit reproduire, c'est ça, exactement. En fait, l'enfant doit travailler pour, hop, là, je sais que c'est la banquise, le lion, la grenouille, la vache... C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on ne croit. Ouais, je le fais vite, mais j'ai beaucoup d'entraînement. On a 300 modèles, je vous assure. D'accord. Dans la base, hop, j'ai reproduit ma figure, je la scanne et je passe au niveau suivant. Et en fait, un enfant, quand vous travaillez, là, vous voyez, quand on travaille, là, ça va être le séquençage, la hauteur. C'est-à-dire que je dois mettre les cubes dans un ordre précis
pour que ça puisse marcher. Mais par exemple, pour les enfants, on peut travailler la perspective, parce qu'aujourd'hui, les enfants qui passent peut-être beaucoup de temps sur les jeux vidéo, etc., mais ils ne se rendent pas compte de ce qui peut être caché derrière. Et donc, si je reproduis une figure, si vous voyez comme ça, ben, l'enfant, il va me mettre que les premiers cubes. Bien sûr. Et donc là, on va travailler à on voit pas ce qu'il y a derrière. Voilà, exactement, pour voir et savoir se représenter dans l'espace, pour voir comment ça s'organise pour que je mette les cubes derrière. Ça, c'est votre nouveauté. Et, ouais. Et avec le CEA, on va même encore plus loin. Donc ça, c'est la version cube qui peut être dessinée aussi pour les écoles. Mais on a travaillé sur des capteurs qu'on a fabriqués nous-mêmes avec les équipes du CEA pour pouvoir analyser directement les mouvements, parce que l'enfant dyspraxique va aller beaucoup plus lentement que moi. Donc, alors, le temps qu'il met, la progression, s'il prend plus la main gauche que la main droite, la vitesse, etc., pour adapter sa rééducation avec les données des capteurs. C'est génial. Et ça n'existait pas avant? Non. Et on se demande ça fait pourquoi, 3 ans qu'on est dessus. Ouais, on a mis beaucoup de temps à l'adapter. Alors, il y a plein de couleurs. Et puis, je vais le montrer si vous voulez bien, Justine. Donc, effectivement, des cubes avec différentes couleurs. Et puis, avec différents animaux. C'est tous des animaux, hein, c'est ça, je crois. Oui, là, j'ai un petit âne et un petit chien. Évidemment, j'adore ça. Est-ce que ça a un lien, à la fois les couleurs, à la fois les formes qu'on voit? Est-ce que ça joue? Est-ce que ça a un impact, ce que je veux dire, sur justement les développements et le jeu que vous avez créé, ou est-ce que c'est plus du design? C'est aussi pour rendre les choses gamifiées, parce que quand on fait des exercices de rééducation, ces enfants qui passent leur temps à faire des exercices de rééducation, si on ne fait pas un truc fun, ils ne vont pas le faire dans la durée. Ouais. Et là, l'idée, c'est aussi de fournir aux familles qui ont des enfants dyspraxiques des outils à la maison, fun, à faire ensemble, à faire avec les frères et sœurs, pour que ce soit le plus inclusif possible et participer à l'apprentissage. On a fait des animaux parce que ça parle à tout le monde. Effectivement, il faut que chaque cube soit identifié par un animal ou par une couleur, mais les deux différents, parce qu'il y a des enfants qui vont pas reconnaître les animaux et qui vont identifier la couleur, c'est ça, et d'autres qui vont identifier les animaux. Et ça, vous arrivez à le voir sur les capteurs dont vous nous parliez avec exactement. Votre partenariat. Et avec les capteurs, là, malheureusement, avec les cubes, on a fait que des cubes en bois, mais avec les capteurs, on va travailler beaucoup plus de formes et de représentations dans l'espace, parce qu'il y a des formes, il y a des boules, il y a des choses, donc on va aller plus loin dans la perception de l'espace qu'on travaille avec les enfants. Donc c'est quoi les prochaines étapes pour ce projet, Justine? On est en train de finaliser les capteurs avec le CEA. C'est en phase de tête, il y a une étude clinique qui est en cours. Et nous, de notre côté, on a eu des demandes par des écoles pour les développer en atelier scolaire. On l'avait testé comme ça en disant, ben voilà, est-ce que ça peut être intéressant pour tous les enfants? Moi, j'ai des enfants de 8 ans, ils adorent jouer avec Sipley et ça leur permet, de manière ludique, de travailler la représentation dans l'espace. Par exemple, un enfant qui va travailler sur le séquençage ou ce type de choses, ça va lui apprendre la motricité à, par exemple, tenir un stylo. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'enseignants qui nous disent, comme les enfants écrivent de moins en moins, la difficulté de tenir un stylo longtemps sans avoir de grand ça, malheureusement, ça s'entraîne. C'est de plus en plus difficile. Ouais. Ils n'ont plus l'habitude d'écrire. Donc votre public, de ce que je comprends, et après on va passer aux apps, c'est à la fois en fait, il est super large. C'est à la fois les familles, c'est à la fois les écoles, c'est les établissements de recherche et bien sûr le handicap. Oui. Handicap dont on va parler dans un instant, d'ailleurs, parce que c'est un sujet important. Merci beaucoup, Justine. On va continuer à en parler dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Cigarette butts are still the most littered objects in the world. 75% of them end up lost in nature, where their microplastics get into the ecosystem. This robotic solution targets butts specifically. It uses AI vision to find its prey, and then vacuums them up. De retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Justine Mont-Saint-Jean, la cofondatrice de Dinseo. On va lancer ensemble la deuxième partie du talk, ça vous va ? C'est parti. Allez, c'est parti, deuxième partie du talk. Justine, je voudrais qu'on continue justement nos échanges et notamment des échanges sur l'accompagnement des enfants neuroatypiques dans le système éducatif français. On sait, ils rencontrent de nombreux défis, de toute façon, ces enfants, et ce, tout au long de la scolarité. Vous, ce que vous leur proposez justement, c'est de les accompagner, quel que soit leur âge. D'ailleurs, les enfants et même les personnes plus âgées, parce que ça fait aussi partie de vos actions et de vos activités. Aujourd'hui, avec le recul, parce que ça fait quand même quelques années que vous travaillez dans ce domaine-là, si vous deviez choisir un défi ou vraiment une difficulté qui sont rencontrées aujourd'hui par les enfants dans le système scolaire français, qu'est-ce que vous diriez ? Est-ce que par exemple la technologie, qui vous est quelque chose qui change la vie de ces enfants aussi, elle est assez utilisée selon vous dans le système pour les accompagner, ces enfants ? Non, je pense que les technologies ne sont pas du tout utilisées dans le système éducatif français. Mais le plus gros problème, avant de parler de technologie, le problème c'est que les enseignants ne sont pas formés aux troubles du handicap. Et les enseignants sont dépourvus de formation ou de support. Les enseignants nous ont dit post-Covid, il y a eu énormément de problèmes d'enfants qui avaient des problèmes d'attention. Parce que l'histoire a fait que le Covid, ils ont passé beaucoup de temps derrière les écrans et les enseignants nous ont dit on a récupéré des enfants qui passaient en moyenne 3 à 4 heures par jour sur les écrans en CM1, ça c'est la moyenne. Et donc ils nous ont dit si on veut mettre des tablettes partout, ils ont des problèmes d'attention, ils restent pas concentrés, ils bougent partout, ils ont l'habitude de répondre, ils ont du mal avec les consignes. Et donc ça c'était la situation post-Covid. Et donc on a diagnostiqué en plus de plus en plus d'enfants qui ont des troubles, mais on n'a pas formé les enseignants. Et les enseignants aujourd'hui, quand elles ont du mal à, elles reconnaître déjà ces difficultés parce que les parents ne le savent pas forcément. Donc on a mis en place, si travaille avec les enseignants, sur mettre en place des webinaires qui sont gratuits, qu'on donne à tous les enseignants sur comment déjà reconnaître certaines difficultés d'apprentissage. Si par exemple, je vais essayer de vous donner des exemples concrets, mais si par exemple un enfant qui peut avoir des difficultés à comprendre une instruction, est-ce qu'il va avoir des difficultés à comprendre l'instruction si elle est écrite ou si elle est orale ? Ça pourrait par exemple donner des indications s'il peut avoir des troubles de la lecture ou des difficultés. Si vous avez un enfant qui, par exemple, a un comportement un peu impulsif ou a une difficulté ou qui répond à la fin des questions, qui n'attend pas, il pourrait avoir des troubles de l'attention. Mais voilà, si on ne donne pas à ces enseignants des petits tips comme ça... pour reconnaître ces troubles déjà. Voilà, en fait. exactement. Après, on donne des conseils aux enseignants pour mettre en place quelques petites choses pour pouvoir améliorer le quotidien et voir si ça fonctionne. Par exemple, c'est tout bête, mais un enfant qui a des troubles de l'attention, ne pas le mettre au fond de la classe ou à côté de la fenêtre parce que ça va être des éléments qui vont des distracteurs, mais le mettre plutôt au premier rang en surveillance sous l'œil de la maîtresse. Ou par exemple les enfants 10 qu'on pourrait avoir des difficultés de lecture ou des dyscalculiques, ça leur demande énormément d'efforts déjà de lire la consigne, de le comprendre. Et donc pour qu'ils restent productifs, ils ont besoin de faire des petites pauses plus régulièrement. Et donc, il faut peut-être plus les accompagner, leur donner une seule question à la fois, une seule consigne,
Parce que généralement, on leur donne 3-4 consignes. Le temps qu'ils comprennent, ils sûr. sont paumés. Donc, essayer de faire une seule consigne, voir si c'est compris, leur laisser des petites pauses régulières. Et donc, donner déjà des tips pratiques aux enseignants. Ben voilà, le TDAH, les enseignants ne savent pas ce que c'est. Ouais. Les troubles de la dyslexie, la différence entre la dyslexie, la dyscalculie, la dystorgraphie, la dyspraxie, on ne s'en sort pas. Ouais, Même oui. nous qui sommes dans le handicap, c'est compliqué, mais alors les enseignants, c'est un enfer. Et donc, une fois que les enseignants, elles ont ces informations-là, ben c'est plus facile de leur placer des technologies comme Siplay ou comme notre programme Coco Pense et Coco Bouge qu'on avait présenté la dernière fois, où on peut choisir les jeux pour les enfants autistes, pour les enfants TDAH, parce que les enseignants, ben voilà, elles savent l'attention, c'est ça. Les troubles d'attention en TDAH, c'est ça. Un enfant, son attention maximale, de toute façon, l'attention d'un enfant, c'est 10 minutes quand on a 4 ans, à 30 minutes quand on a 10 ans. Ouais. Mais un enfant TDAH, il n'a pas 30 minutes d'attention. Bien sûr. Donc, nous, on a fait des pauses toutes les 15 minutes imposées pour qu'un enfant TDAH ne soit pas mis en difficulté. difficulté. Et justement, sur cette mise en difficulté, merci Justine, c'est absolument passionnant. Est-ce qu'on a des chiffres sur le délai de détection d'un trouble chez un enfant? Parce qu'on imagine que le premier public qui pourrait détecter, au-delà d'un médecin, bien sûr, ces troubles, c'est forcément les enseignants. Mais s'ils ne sont pas formés, peut-être que ces enfants, justement, ils tardent à être pris en charge, à la fois à l'école, mais aussi par des professionnels de santé. Et donc, tout ça, ça a un impact derrière, j'imagine, dans leur vie et ensuite dans leur vie professionnelle. Mais, alors, oui, effectivement, c'est les enseignants qui, généralement, alertent les parents en disant « Attention, j'ai l'impression qu'il y a une difficulté de l'apprentissage ». Après, il faut aussi éduquer les parents, parce que les parents, tout de suite, ont peur en disant oh, « Non, mon fils, il n'a pas de problème. Il est très fort, c'est l'enseignement qui est adapté, c'est l'éducation nationale. » Donc, c'est quand même des choses, maintenant, à prendre avec des pincettes. Nous, on a des enseignants qui nous ont dit, on a reçu des courriers d'avocats, parce que... Non, l'autre jour, une enseignante m'a dit, elle avait reçu un courrier d'avocat qui lui disait qu'il fallait s'adapter au rythme de l'enfant et que c'est pas grave s'il n'arrivait pas à 8h30, mais on respectait son rythme. Donc, de nos jours, on voit de tout. Je pense qu'on se rend pas compte que les enseignants, maintenant que les gens s'expriment plus, bien sûr, et on essaye d'être dans l'éducation positive, pas donner de règles aux enfants, ben, ils ont du mal, du coup, à suivre les règles scolaires. Et donc, c'est difficile pour ces enseignants, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a l'impression que tous les élèves sont HPI, tous les élèves sont différents, et donc il faut s'adapter à chaque fois. Et du coup, elles osent aussi moins dire les choses, parce qu'elles ont peur de la réaction des parents. Et en fait, je pense qu'il faut aussi valoriser l'enseignant, dire, ben voilà, si elle dit quelque chose, faut imposer des règles et que les règles, elles soient suivies. Et donc, l'enseignante, maintenant, si elle alerte sur les difficultés d'apprentissage, mais pareil, pour faire un diagnostic, il faut aller voir une orthophoniste qui a des délais d'attente complètement différents et qui ne peut pas avoir de trucs. Donc c'est pour ça qu'en mettant en place ces webinaires pour déjà apprendre à gérer les troubles des apprentissages en place, ça permet d'aider les enseignants. Après, il y a quand on est repérer, entre guillemets, enfants avec un besoin particulier. En France, il y a énormément de choses qui sont faites. Ça, il faut quand même le dire. Il y a les dispositifs Ulysse, qui ne sont pas dans toutes les écoles, mais qui permettent des temps de session à part pour des enfants qui ont des besoins d'apprentissage particuliers, qui vont être plus accompagnés en dehors de la classe pour ne pas les mettre en difficulté. Donc ça, c'est important de valoriser les enfants. Et puis, il y a les AESH et ASH qui peuvent être affectés à un enfant qui va du coup, une personne physique qui va accompagner l'enfant dans toute sa scolarité primaire et au collège aussi. Il y a le même système pour développer ses apprentissages de manière personnalisée. Donc, on a énormément de chance en France. Il y a des choses qui sont faites. Maintenant, quand on est identifié, là où il faut qu'on travaille sur l'identification des besoins et accompagner les enseignants sur repérer ces enfants, les accompagner en classe et faire passer le message aux parents. On leur demande beaucoup, les enseignants, effectivement. Alors justement, pour les accompagner, on l'a dit, il y a des solutions innovantes et numériques, entre autres, solutions qui font donc partie d'un marché. Le marché EdTech dont on parle beaucoup et notamment très régulièrement sur le plateau de l'École du Futur. Vous me voyez venir, Justine. Oui. Je vais vous demander quel regard vous portez aujourd'hui sur ce marché. On s'est croisés là il y a quelques jours sur le salon Educatech, le salon de l'innovation pédagogique à Paris Expo Porte de Versailles. Vous en avez été au cœur justement de ce salon aussi. Quel regard vous portez? C'est un marché qui reste compliqué. Vous, en plus, vous êtes sur deux marchés. L'éducation et le handicap. Si on n'était que sur le secteur de l'éducation, malheureusement, je pense qu'on serait mort aujourd'hui.
Oui, il me regarde pas comme me regardez pas comme ça. Je pense non, mais c'est inquiétant. Je pense qu'il faut dire les choses. Le marché d'EdTech, on y a tous cru il y a quelques années. On y est tous allés à fond. On s'est tous dit post-Covid. Je pense que vraiment il y a une révolution EdTech qui est arrivée post-Covid parce que du coup les enfants étaient en télétravail, accompagnés à la maison. Donc ça a forcé le développement des EdTech. Je pense que sur le secteur collège, lycée, formation professionnelle, c'est différent. Là, le marché des EdTech se porte très bien et ça marche. Le marché des EdTech destiné aux écoles primaires, c'est un marché qui est beaucoup plus frileux parce que il est vrai qu'on a du mal à mettre des tablettes dans les mains des enfants. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça. Il y a beaucoup de start-up qui se sont lancées dessus. Je pense que c'est un marché où il y a trop de start-up et il n'y a pas assez de gros éditeurs, leaders qui vont un peu embarquer les start-up dans leur wagon et aller, on y va tous ensemble, ça va marcher. C'est trop morcelé. Ouais, c'est trop morcelé. Et face à ça, face à ce marché, on va avoir une commande publique qui est très frileuse, on va dire, et qui a besoin, et les startups ont besoin de la commande publique pour se développer. Il y a des appels d'offres qui ont été faits, mais les startups ne pouvaient pas candidater parce qu'on était trop petits. Et puis il y a des réglementations qui ont été imposées aux startups, notamment. Là, nous, à un moment, on pensait que le marché allait se déployer, puis ils ont imposé une nouvelle réglementation du GAR. Alors, je comprends la nécessité de lui mettre des réglementations, mais le problème, c'est qu'ils demandent aux éditeurs d'investir encore des mois de développement sur de la réglementation, sans être sûr d'avoir de la commande publique derrière. Sûr, ça freine l'innovation. Ça freine l'innovation, et je suis désolée, mais au salon Educatech, le seul sentiment que j'ai eu, c'est qu'il y avait encore plus de startups qui s'étaient fermées, qui Mobility la semaine dernière a annoncé qu'ils étaient repris par leur partenaire suédois IDLT Education. J'en connais d'autres aussi qui ont été repris par d'autres. Marbotti qui a été sauvé l'année dernière alors que c'était un des pionniers des EdTech. On en parlait partout. Elle était allée voir Apple à San Francisco, etc. Donc il y avait plein de choses qui ont été faites, mais finalement elle n'a pas réussi à trouver son marché EdTech. Est-ce qu'il y en a un en France? Alors, il faut qu'il y en ait un. Il faut qu'il y en ait un parce qu'il faut qu'on repense l'avenir de nos enfants. Ça, c'est sûr. Il y a un classement qui est sorti il y a 2 jours. On est position 42e des pays sur l'apprentissage des maths. Pour un pays qui se voulait être la 5e puissance mondiale, qui visait sur l'éducation. On a aux US un Trump qui dit je vais supprimer le ministère de l'Éducation. Et nous, on est 42e. Donc, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, la réalité est que quand vous donnez des exercices papier-crayon aux enfants, ils le font, mais de temps en temps, ça ne correspond pas à l'envie des enfants aujourd'hui. Les enseignants ont du mal à les motiver. Il faut essayer de réfléchir la technologie autrement. La Suède, par exemple, avait mis des manuels scolaires partout au format numérique. Oui, là, ils y reviennent. Donc, il faut aussi... Je ne suis pas pour le tout numérique. Je ne pense que ça ne marchera pas. Il faut absolument une combinaison des deux. Les manuels scolaires n'ont pas forcément, ça j'étais assez d'accord, un besoin d'être au format numérique. Parce qu'il faut quand même que les enfants apprennent le goût de la lecture, du papier, de corcher les trucs, de rayer, d'écrire. Simplement de tenir un stylo et d'écrire. Il ne faut pas que ça se perde. Mais sur certains apprentissages, le numérique peut aller plus loin, peut suggérer plus d'exercices, s'adapter au niveau, aider l'enfant à progresser. Et c'est là, sur le coup, il faut qu'on aille, mais il faut que les pouvoirs publics se mobilisent. Et quand on a un changement de ministre, après je m'arrête, depuis Blanquer, qui n'était pas aimé des enseignants et qui avait eu plein de soucis, mais il avait eu l'avantage d'essayer de faire plein de choses, de mettre 30 minutes de sport par jour à l'école. Il a essayé de faire des choses en tout cas, mais depuis Blanquer, on n'a aucun ministre qui est resté très longtemps. Donc le marché des EdTech, si vous voulez, tous les 6 mois, on change, donc il n'y a rien qui va se passer. C'est pas évident pour se développer. Ça ne peut pas passer. Bon, ce qui est sûr, pardon, on va devoir rendre l'antenne. Non, mais c'est absolument passionnant. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a une place visiblement qui se libère au gouvernement. Donc, si vous voulez défendre tous ces sujets-là, mais vous peut-être y aller. Non, moi, je suis très bien ici, justement, à mettre en avant des gens comme vous qui font des super choses. Merci infiniment, en tout cas, Justine, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Ça s'appelle Dinseo et ce nouveau jeu qu'on vous a présenté en première partie du talk, ça s'appelle Play. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et puis dès demain, dès 12h30, et toujours sur School TV, on se retrouve bien sûr ici. Et puis d'ici là, passez une très bonne journée.